Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Crypto Force. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, vous avez passé une bonne semaine et que surtout vous allez bien, là, que vous prenez des bonnes vacances pour vous ressourcer, surtout dans ces périodes de fou, comme on peut le dire, hein. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va refaire le point sur à la fois l'actualité crypto mais également économique. Il y a pas mal de choses à dire. Donc sur la partie crypto, on va voir comme d'habitude les projets comme VeChain, Ripple XRP. On va parler un peu de fait, notamment avec la fusion, vous savez, des jetons là, qui a commencé pour la fusion en ASI, qui est la fusion finale normalement, mais ça prend du retard d'après ce que j'ai compris quand même. Donc c'est pas gagné. Et sinon, on va parler donc du Bitcoin, bien évidemment, de l'actualité crypto plus générale, et on débouchera comme d'habitude sur l'actualité économique, où là, on va faire un focus bien sur la France, sur l'évolution de ce que ça dit, et je vous dis le spoil, hein, carrément, c'est pas bon du tout, et on va voir comment et pourquoi hein, les chiffres vraiment euh, sont imbipables, hein. Et on peut pas nier la vérité, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est parti, hein, si vous êtes chaud, on y va, et puis... Donc on va commencer par tout ce qui est l'actualité crypto, et notamment l'actualité sur le Bitcoin, avec le fameux rapport de Farside Investor qui table sur les flux, vous savez, entrant et sortant des ETF Bitcoin Spot. Nous sommes aujourd'hui donc à un total de 17 milliards de flux entrants sur les ETF Bitcoin Spot. C'est une énormité. Je pense que c'est une semaine qui a été une des meilleures semaines depuis le début du lancement des ETF Bitcoin Spot. Parce que je vous rappelle que la semaine dernière, nous étions encore à 15 milliards à peu près de flux entrants sur les ETF Bitcoin Spot. Donc là, on a gagné plus d'un milliard de dollars de flux entrants sur les ETF Bitcoin Spot. C'est vraiment une énormité. Et bien évidemment, dans l'ordre, c'est toujours BlackRock qui est largement en tête avec donc 18,9 milliards de flux entrants captés sur son EBIT, son ETF. Et après, vous avez donc le FBTC, donc c'est Fidelity et ainsi de suite. Voilà, donc c'est plutôt intéressant ce qui se passe. Comme par hasard, bien évidemment, on a eu un rebond cette semaine des prix du Bitcoin. Est-ce que c'est lié aux ETF ou pas? Ça, je ne saurais pas vous le dire, mais en tout cas, on voit qu'il y a une corrélation systématique. C'est quand il y a une hausse des prix du Bitcoin, les flux entrants sur les ETF Bitcoin Spot sont à la hausse, et inversement, quand les prix du Bitcoin sont à la baisse, on a des flux sortants sur les ETF Bitcoin Spot. Voilà la corrélation. Bon, je continue du coup, je m'attarde pas plus là-dessus, mais en tout cas c'est intéressant parce que là on est en train de repartir carrément sur un intérêt grandissant sur les ETF Bitcoin Spot et donc sur les Bitcoins hein, liés aux institutionnels. Je continue avec un article cette fois de journalducoin.com. Donc Bitcoin est un instrument financier légitime d'après Larry Fink, le patron de BlackRock. Donc je rappelle que c'est une énormité ce qui est en train de se passer puisque BlackRock, donc on l'a vu, hein, c'est 10 000 milliards de dollars sous gestion. C'est une entreprise donc qui dirige le monde, on va dire, sur le plan financier. Et ça, c'est pas du complotisme, c'est avéré, hein, puisque je rappelle que BlackRock a des actions dans toutes les entreprises, même si on se base sur le CAC 40, et bien chaque entreprise du CAC 40, euh, une de ses actions, en tout cas, est possédée par BlackRock. Voilà. Donc BlackRock a vraiment une influence énorme, colossale, et même à un niveau politique, puisque j'ai même fait une vidéo à un moment, je crois l'année dernière, où on avait Larry Fink, le PDG de BlackRock, qui déjeunait avec Macron ou avec des politiques pour fixer justement euh, les, hum, les tendances financières sur notamment les pensions, les fonds de retraite, etc. Donc, voilà que BlackRock est partout, sur tous les niveaux. En Ukraine, il y a également, là, on entend souvent, de plus en plus, le nom de BlackRock pour tout ce qui est le rachat, notamment de terres agricoles, etc. En ce moment, en Ukraine, eh bien, derrière, vous avez BlackRock. Enfin, voilà, donc je ne vais pas épiloguer en plus là-dessus, mais en tout cas, BlackRock, vous voyez, c'est vraiment un géant financier qui n'a aucune moralité. Ah, eux, leur intérêt, c'est juste de faire du pognon, hein, on va le dire comme ça. Et donc, ce qui est fou, c'est que là, Larry Fink, donc le PDG de BlackRock, qui était anti-Bitcoin, anti-crypto il y a encore 5 ans, mais fondamentalement sceptique, on va dire,
est devenu un fervent admirateur, et il le dit lui-même hein, quasiment, à travers sa récente interview. Je crois que c'est sur CNN ou CNBC. Alors, je ne sais plus exactement la chaîne, mais voilà. Donc, c'est assez. Il a été interviewé par Jim Cramer, qui lui-même était bluffé de ce revirement de situation. Donc là, on assiste tout simplement au fait que si le Bitcoin est aussi légitimé comme ça par les institutionnels, c'est parce que les institutionnels se sont penchés vraiment qu'est-ce que c'est le Bitcoin. Et d'ailleurs, Larry Fink le dit lui-même. C'est-à-dire que pourquoi que Jim Cramer lui a posé la question, mais comment ça se fait que vous avez changé d'avis comme ça en si peu de temps? Et Larry Fink lui a répondu, c'est parce que je me suis penché sur la question, j'ai aller au-delà de qu'est-ce que c'est le Bitcoin. J'ai étudié la question, j'ai étudié le Bitcoin et je me suis rendu compte qu'effectivement le Bitcoin était en fait un actif de classe internationale qui était une sorte de digitalisation de l'or. Voilà. Là, ce sont les propos plus ou moins précis hein, que je vous rapporte de Larry Fink, le patron de BlackRock. Donc, voilà pourquoi les ETF Bitcoin Spot sont en train d'exploser, notamment au niveau de BlackRock. Bon, allez, je continue toujours sur le Bitcoin. Donc là, je suis sur Journal du token. Donc, le Royaume-Uni est encouragé à reconstruire la Grande-Bretagne avec un trésor de 5 milliards de dollars en Bitcoin. Ça, c'est au 20 juillet 2024. Donc, après l'Allemagne, on va voir que va faire le Royaume-Uni. Parce que je rappelle que l'Allemagne a vendu tous ses jetons Bitcoin et doit quand même s'en mordre les doigts parce que depuis, le Bitcoin a pris 5 ou 10% dans les dents hein, en hausse de prix. Donc peut-être qu'ils auraient dû les garder finalement, l'Allemagne, enfin, le gouvernement allemand, hein, leur Bitcoin. Et là maintenant, c'est au tour un petit peu du Royaume-Uni de s'interroger sur qu'est-ce qu'ils vont faire des Bitcoins. Est-ce qu'ils doivent les vendre maintenant pour reconstruire, entre guillemets, euh, certaines infrastructures ou enfin, voilà, enfin, gérer, manager le déficit, le budget du Royaume-Uni, ou alors qu'ils doivent les garder. Voilà. Donc là, il y a une question qui se pose au niveau du gouvernement britannique, et ils ne savent pas encore, ils n'ont pas tranché, mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on retrouve le Bitcoin désormais dans la place politique au niveau gouvernemental, et qui pèse tellement dans le game aujourd'hui que les gouvernements eux-mêmes se posent la question s'ils doivent acheter, garder ou vendre du Bitcoin. Alors acheter peut-être pas encore, mais du moins parce que là tous les Bitcoins qu'ils ont, comme l'Allemagne, sont des Bitcoins qu'ils ont saisis par le FBI, enfin, par les autorités policières des gouvernements respectifs, lors de braquage ou d'arrestation et de démantèlement de grands réseaux criminels. Bon, voilà. Donc assez intéressant ce qui est en train de se passer là aussi pour le Bitcoin. J'ai passé désormais au prochain projet, c'est-à-dire VeChain, avec un tweet notamment de la fondation VeChain, comme on peut le voir ici, qui fait référence à la dernière tendance hein, de tokenisation des actifs, et notamment avec leur partenariat avec World of V, qui permet de tokeniser en fait tous les actifs, n'importe lesquels. Là, par exemple, une bouteille de vin, vous voulez tokeniser cette bouteille de vin, et bien vous pouvez le faire à travers la plateforme World of V Lab. Voilà. Et c'est très simple, hein. Vous voyez qu'en quelques clics, vous pouvez tokeniser la photo de votre bouteille de vin en rentrant les informations de cette bouteille de vin pour la rendre unique et surtout pour prouver l'authenticité et la propriété surtout que vous avez sur cette bouteille de vin. Et là, pareil, je donne l'exemple de la chaussure, notamment, où à l'aide d'une puce NFC inscrite, enfin, ou placée dans la chaussure, vous voyez à ce niveau-là, eh bien, vous aurez une authenticité, un passeport digital et surtout une preuve de propriété que ça, c'est bien vos chaussons. Imaginez qu'un jour, vous vous fassiez voler vos chaussons. On ne sait jamais, on les vestiaires, vous allez au sport ou quoi, ou peu importe, vous faites agresser, on vous vole vos chaussures, ou vous les perdez. Eh bien, avec ça, vous aurez quelque part la preuve, n'importe où à travers le monde, que ces chaussures sont bien à vous quelque part. Voilà. Donc après, il reste le système où est-ce que vous pouvez enlever ces puces-là? Oui, mais après, si les voleurs ne savent pas qu'il y a ce genre de puces, bon, c'est quand même pas courant d'aller supprimer, d'aller chercher cette puce-là. Bon, à voir. Ça, c'est encore un autre sujet, mais en tout cas, ça permet quand même de prouver que ces chaussures sont bien à vous. Et ça, c'est énorme sur le plan numérique, puisque ça, c'est quelque chose qui n'a jamais existé hein, dans l'ère de l'Internet, la propriété numérique. Voilà. Donc ça c'est applicable à tout,
absolument, puisque là, vous avez les chaussures, mais ils ont montré avant, donc les bouteilles de vin, vous l'avez vu, mais également des vêtements, comme des t-shirts, on peut vraiment, enfin, tout est tokenisable, en fait. C'est ça qui est fou. Et on va en parler, hein, parce que là, c'est le narratif du moment. Donc, on a VeChain, mais on a également même Ripple, XRP, on va en parler, qui parle beaucoup de tokenisation des actifs. Donc, on verra un peu ce que c'est plus précisément. Mais en attendant, pour rester sur VeChain, donc je continue sur les informations. On a également un nouveau partenariat qui a été mis en place entre VWorld, vous savez, l'application mobile, le wallet, donc créé, designé par VeChain, enfin la fondation VeChain directement, et désormais, eh bien, vous avez Transac qui a été intégré, ou alors plutôt l'inverse, c'est le wallet VWorld qui a été intégré à Transac pour permettre justement les paiements par Apple Pay et 20 autres plus méthodes de paiement. Voilà, donc ça y est, on rentre dans l'adoption de masse, hein, et VeChain continue de se développer toujours plus, puisque là j'ai une autre information à vous passer, c'est que VeChain est surtout les jetons BET et VTHO sont désormais disponibles sur la plateforme Revolut. Donc plutôt intéressant sur le développement, sur l'accessibilité du VeChain et VTHO. Ensuite, je vais finir donc sur ce projet. Je n'ai pas d'autres nouvelles sur par exemple la plateforme Debeter DAO, donc ça continue son expansion. Il y a d'autres applications qui sont en train d'arriver, mais j'attends leur officialisation pour vous en parler. Je vous en parlerai plutôt la semaine prochaine de l'évolution de la plateforme VBTRDO, parce qu'il y a pas mal d'informations, mais c'est des petits bouts. Donc, je ferai un petit résumé samedi prochain sur la plateforme VBTRDO. Mais c'est très intéressant vraiment ce qui se passe là-dessus aussi. Bon, pour ce qui est des statistiques sur VeChain, eh bien écoutez, ça continue de monter, hein, ça continue de monter, puisque là, nous sommes regardés à 3 576 000 adresses connues, c'est-à-dire de portefeuilles détenus, et donc de VeChain derrière, on imagine sur tes portefeuilles. Donc en juillet, nous sommes à 3 576 000 et donc au mois précédent, nous étions à 3 514 000. C'est-à-dire une bagatelle de à peu près 50 000 à 60 000 nouveaux portefeuilles en l'espace d'un mois, ce qui est une performance quand même assez conséquente. Voilà, ce sera tout pour VeChain aujourd'hui, les amis. Je continue rapidement sur là une petite information sur, vous savez, tout ce qui est FET, l'intelligence artificielle, et notamment la fusion entre le FET Océan AGX en ASI. Donc ça a pris déjà du retard, parce qu'à la base, c'était prévu pour début juillet. Ils ont décalé les dates parce que c'était pas finalement faisable en un laps de temps aussi court pour eux. Et maintenant, ça y est, ils ont commencé, mais finalement, c'est pas une migration qui est totale, on va dire d'un coup. Ça se fait au fur et à mesure. Et comme vous pouvez le voir, là, par exemple, au 17 juillet, ils ont laissé paraître une information comme quoi ils avaient désormais fait migrer 640 millions de AGX et 224 millions de Océan, les jetons de ces projets-là, et qu'ils avaient migré en fait. Ça veut dire que là, on n'est même plus sur une migration de ces trois tokens, trois jetons-là en ASI, c'est la finalité voulue, hein, c'est l'objectif voulu à la fin. Là, ils sont d'abord en train de fusionner les AGX et les Océans en fait pour ensuite pouvoir les fusionner en ASI. Donc c'est un peu ce que je craignais, c'est que ce soit le bazar en fait. C'est-à-dire que là, ils doivent fusionner trois jetons en un seul. Et c'est vrai que comme c'est une première, enfin, je pense, en tout cas pour ma part, j'ai jamais entendu parler d'un projet qui fusionne trois jetons en un seul. J'étais très curieux de savoir ce que ça allait donner. J'appréhendais un peu le truc quand même. Et force est de constater que ça n'a pas d'être si simple que ça, évidemment, puisque là, ils sont en train déjà de faire de prendre des chemins totalement. Parce que c'est pas en ligne droite, quoi. On va dire qu'ils font des virages, des tours, des zigzags pour essayer d'aller au point final. Bon, c'était peut-être un peu couru quand on connaît un petit peu la complexité blockchain pour tout ce qui est ce genre de choses. Bon, voilà. Donc, c'est pas encore totalement terminé. Donc là, c'est une information qui a été donnée par Singularity DAO, comme vous pouvez le voir ici. Donc, c'est tout ce qui est justement en lien avec les océans AGX. Donc, on va voir ce que ça donne après. Et en plus, c'est la phase 1 de la migration. Donc, apparemment, il y a plusieurs phases qui sont prévues désormais. Là aussi, je vais essayer d'en savoir plus pour la semaine prochaine. Mais bon, on n'est pas encore sorti d'auberge, hein. Là-dessus, ça prend plus de temps que prévu. Bon,
Je vais pas m'attarder là-dessus, sur le reste, parce que là, ils n'ont pas d'autres nouvelles faites, etc. Ils sont vraiment concentrés à fond sur cette migration et ça a l'air de leur prendre vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Je continue. Prochain projet, donc cette fois Ripple XRP. Donc là, on a effectivement, je vous disais qu'en ce moment, on a un narratif qui se dessine. C'est au-delà même de l'intelligence artificielle, c'est la tokenisation des actifs. Donc on l'a vu avec en fait même les gestionnaires d'actifs comme BlackRock et tout qui se concentrent sur la tokenisation des actifs bien plus que sur l'intelligence artificielle. C'est ça qui est étonnant, hein, dans une ère où au contraire on pourrait dire l'intelligence artificielle est bien plus importante, bien plus visible que la tokenisation des actifs. Eh bien non, c'est en fait l'inverse, c'est la tokenisation des actifs qui prend le pas sur l'intelligence artificielle en termes d'investissement et d'intérêt de la part des institutionnels des entreprises. Et là, on peut le voir avec Ripple qui le rappelle, elle dit justement, elle répond à ces questions, elle dit pourquoi, comment ça se fait que la tokenisation des actifs est un marché qui est bien plus important que l'intelligence artificielle. Alors, elle ne le dit pas comme ça, c'est moi qui le dis, mais elle dit pourquoi c'est important aujourd'hui la tokenisation des actifs. Et donc, dans ce tweet-là, elle a montré, donc vous voyez l'article. Donc bien sûr, j'ai l'article sous les yeux qui a été écrit au 15 juillet 2024, comme vous pouvez le voir ici. Donc la tokenisation des assets, c'est plus que les actifs. Hein. Les assets, c'est tout ce qui est les biens en fait. Hein. Tout ce qui peut être une marchandise, quelque chose de physique, et bien c'est tokenisable aujourd'hui. Et demain. Voilà, donc là, il parle d'aujourd'hui et demain. Donc, ils ont fait un article, comme on peut voir ici. Et je pense que la première phrase, en fait, résume pourquoi aujourd'hui les institutionnels et les entreprises se jettent sur la tokenisation des actifs. C'est résumé à ça. Aujourd'hui, nous avons un marché de tokenisation des actifs, des assets, de 3,5 milliards de dollars. Et demain, avec les projections, ça pourrait passer à 16 trillions de dollars d'ici 2030. Donc, ça veut dire que là, en l'espace de 5 ans, on passerait de 3,5 milliards de dollars à 16 000 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous imaginez en fait le gap. C'est tout simplement pas, à l'échelle du cerveau, à l'échelle humaine, on ne peut pas représenter cette somme, si vous voulez. Donc 3,5 milliards de dollars, c'est déjà compliqué à se le représenter, mais c'est faisable. 16 000 milliards de dollars. Bon, je vous laisse même pas imaginer le délire. C'est 12 zéros hein, à la virgule. Bon. Alors, donc là, ce serait le plus gros hold-up de l'histoire. C'est que si aujourd'hui vous misez 1 euro sur le marché, la tokenisation des assets, eh bien demain vous faites un rendement de fou. C'est-à-dire le plus gros hold-up de l'histoire. À condition de miser sur le bon asset. Voilà. Voilà pourquoi ça intéresse autant les institutionnels, BlackRock, compagnie, qui eux veulent se faire du pognon, on l'a compris, à tout va. Voilà. Donc, ils parlent de tout ce qui est donc dans leur article, après ils vont plus loin, ils vont dans tout ce qui est l'utilisation des cas pour la tokenisation, qu'est-ce que ça apporte dans le monde réel? Eh bien, ça apporte pour eux le real deal de la digitalisation. Donc, ça apporte ce que je vous disais, c'est-à-dire l'authenticité, la preuve de la propriété numérique et aussi tout ce qui est métaverse. Donc, imaginez la tokenisation des assets et en plus, en parallèle, l'évolution du métaverse. Ça, c'est le métaverse, je rappelle, ça a été un narratif du précédent cycle haussier des cryptos en 2020-2021. Et bien là, on fait un combo, hein, je rappelle, puisqu'on aurait quelque part une possibilité de dédoubler la planète Terre dans un espace numérique avec l'ensemble des objets présents sur Terre. Je caricature, bien évidemment. Ça arrivera peut-être dans... Si ça doit arriver, là, on arrive dans des schémas de science-fiction de fou, mais comme la science-fiction dépasse souvent la réalité quand on voit l'histoire et le passé, je me dis pourquoi pas. Eh bien, en tout cas, c'est quelque chose qui est désormais possible dans le futur. Bon. Donc, eux, ils parlent justement de tout ça. Donc, ils parlent de protection des données, ils parlent de tout ce qui est données privées, ils parlent de la transparence à travers la blockchain, ils parlent de tout ce qui est les transactions faites en temps réel, la tokenisation qui est championnisée, entre guillemets, hein, pour permettre tout ce qui est les fonctionnalités de la technologie blockchain. Et donc, ça permettrait tout simplement de rendre tout ce qui est le flux des transactions aujourd'hui, que ce soit financière, bancaire, qu'elles soient liées à l'immobilier ou liées aux échanges, aux trocs, etc., eh bien plus fluide
est bien moins coûteuse que ce que ça coûte aujourd'hui. Voilà. Et donc, il parle tout simplement, effectivement, d'un nouveau système financier, en fait. Donc là, c'est une révolution. Donc, la tokenisation des actifs, des assets, c'est tout simplement une révolution du système financier tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et c'est pas compliqué, hein. À travers XRP et Ripple, qu'est-ce que ça permet? Donc, je rappelle que XRP et Ripple, vous le savez, hein, c'est révolution des paiements transfrontaliers et donc c'est quelque part révolution du système bancaire SWIFT actuel, qui est totalement obsolète par rapport à quand on compare à la technologie blockchain et notamment aux performances du XRP. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils finissent sur quelque part une conclusion où la tokenisation, c'est bien plus qu'un buzz en fait. C'est bien plus qu'une bulle spéculative. C'est quelque chose qui évolue rapidement et qui va permettre effectivement, dans le cas où pour les banques, les acteurs de la finance traditionnelle et les régulateurs, eh bien, de faire des gains tout simplement au quotidien sur leurs transactions, sur leurs process. Voilà. Donc la tokenisation des assets va permettre de révolutionner les gains, puisque par exemple sur les réseaux Swift bancaires, aujourd'hui vous voulez faire un paiement de France jusqu'à n'importe où dans le monde, il y a des frais de transaction déjà assez conséquents, hein. Je crois que c'est entre minimum 10 euros, entre 5 et 10 euros minimum par transaction. Après, vous avez un pourcentage suivant le seuil que vous dépassez. Et ensuite, ça prend plusieurs jours. Alors que si vous utilisez le XRP notamment et la blockchain, le paiement déjà est quasiment instantané en quelques secondes. Mais surtout, quelle que soit la zone où vous envoyez votre paiement, eh bien, ça se fait également donc en quelques secondes, mais également à un coût très réduit, c'est-à-dire quelques centimes d'euros par transaction. Donc, imaginez les banques qui, elles, font des millions ou des milliards même de transactions par jour, et les économies qu'elles vont pouvoir faire rien que sur les frais de transaction, et en plus au niveau de l'efficacité des paiements. Voilà. Voilà dans le monde, et ça, je ne parle que de l'aspect financier. Mais si on digitalise, si on tokenise absolument tout, bon, eh ben, tout est concerné en termes d'efficacité des échanges. Voilà. Donc, en plus, dans ce cadre-là, ce n'est pas étonnant de voir que Ripple a été reconnu par CNBC et Statista Chart comme l'une et même une des plus performantes, des meilleures entreprises de la fintech en 2024. Voilà. Donc, c'est quand même assez paradoxal, parce que je rappelle que bah, Ripple est quand même sous le feu des attaques du gendarme boursier américain en ce moment, qui est un procès qui est toujours en cours. Voilà. Bon, et pourquoi effectivement la tokenisation des actifs est devenue de plus en plus importante et même au regard des institutionnels, eh bien on a l'article là et on a un événement qui est imparable quand même qui est tombé, enfin, je trouve assez fou. C'est ça, vous en avez forcément entendu parler. Un article de Les Échos, une panne symbolique des fragilités de l'informatique mondiale. Donc ça part de CrowdStrike, donc une entreprise américaine spécialisée dans la cybersécurité qui fait en fait une mise à jour d'un de ses logiciels, il y a un bug, ça impacte Microsoft. Donc Microsoft est aussi victime là-dedans de CrowdStrike. Sauf que Microsoft, effectivement, sont partout dans le monde, surtout que ce soit au niveau des particuliers, au niveau des professionnels. Donc ça a fait planter donc, les aéroports, ça fait planter des banques, des systèmes de paiement financiers, les marchés boursiers, enfin la totale, avec une seule mise à jour défectueuse. Donc là on voit quand même, et c'est tout simplement le titre de cet article qui le dit très bien, c'est une panne symbolique des fragilités de l'informatique mondiale centralisée, je rajouterai moi, centralisée. C'est pour ça qu'on voit que la décentralisation quand même est au cœur aujourd'hui. Peut-être que c'est idyllique ce que je dis, mais on voit bien que la centralisation, là, on arrive vraiment au bout, en tout cas dans le système dans lequel nous sommes. Et c'est vrai que là, par exemple, le réseau SWIFT bancaire a aussi été impacté, parce que je rappelle qu'il y a notamment des citoyens en Australie qui n'ont pas pu accéder aux paiements transfrontaliers ou même au niveau local, qui n'ont pas pu payer avec leur carte bancaire les biens de nécessité de tous les jours, quoi. Voilà, ça c'est une petite panne, entre guillemets, une petite mise à jour qui a fait ça. Voilà, donc là, et en parallèle, je rappelle que la blockchain, elle, n'a pas été impactée. Là, c'est intéressant à savoir quand même. Donc la blockchain est bien plus robuste qu'il n'y paraît sur ce point de vue.
Voilà, donc on voit vraiment que si on en est là, si moi je constate ce fait-là, comme beaucoup d'autres, ben, il est évident que les institutionnels, les banques, euh, toutes les grosses entreprises dans le monde l'ont constaté également. Et donc c'est pour ça que Ripple XRP a encore plus de cartes à jouer désormais avec ce système-là quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, je continue. Allez, avec le prochain article, cette fois, je passe donc au procès, entre guillemets, à la phase juridique entre Ripple et la SEC. Donc, c'est un article de cointribune.com, donc vers une résolution décisive du litige Ripple vs SEC, donc un article du 18 juillet 2024. Donc ça y est, apparemment, il y a Brad Garlinghouse qui a relancé un petit peu le débat sur les dernières avancées hein, du procès. Et pour lui, c'est imminent, donc et c'est positif. Alors, imminent, voilà, c'est la dernière nouveauté. C'est-à-dire, est-ce que ce sera dans un mois, 2 mois ou en fin d'année, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour Brad Garlinghouse, le PDG donc, de Apple, tout porte à croire que lui, il est extrêmement confiant et c'est pour extrêmement bientôt. Il a dit comme ça. On verra ce que ça donne, mais bon, lui, il est confiant, quoi. Voilà, donc on note, et on verra ce que ça donne dans les mois qui viennent, en espérant qu'il ait raison, Brad Garlinghouse. Allez, je continue, hop, cette fois je vais passer au Matic de Polygon, c'est que ça fait un moment que je n'ai pas parlé de cette crypto-monnaie. Donc le Matic de Polygon, un article de cryptost.fr, deviendra le POL le 4 septembre prochain. Comment va se passer la migration? Et surtout, je rajoute, hein, qu'est-ce que ça va changer? Eh ben, la réponse, c'est rien du tout. Donc dans l'immédiat, il n'y aura aucun changement pour le Matic de Polygon, puisque ce sera juste un rebranding, entre guillemets, et il n'y aura aucun changement fonctionnel dans le Matic de Polygon. Bon, et en fait, c'est sur le long terme, plutôt vers 2025, où ils vont utiliser le POL pour améliorer tout ce qui est le système de staking, entre guillemets. Donc c'est à partir du 4 septembre prochain, déjà au moins ils vont commencer à rebranding, à faire le rebranding de tout ça, mais c'est plus du marketing à l'instant T. Hein. Voilà, je voulais vous le dire. Bon, allez, je continue toujours sur les actualités crypto. Donc là j'ai un article de Capital, les ETF Ethereum commercialisés dès la semaine prochaine aux États-Unis, petit point d'interrogation. Donc effectivement, je rappelle que les ETF Ethereum ont déjà été approuvés par le gendarme boursier américain, donc la SEC, il y a quelques mois, mais qui n'ont pas obtenu encore l'approbation pour être tradés sur les marchés. Donc je rappelle, c'est en 2 temps. Hein. Et donc là, normalement, d'après cet article-là, d'après les informations qui sont en train de tomber, la semaine prochaine, il y aura une approbation pour que toutes les plateformes hein, de gestionnaires d'actifs commencent à avoir l'autorisation de trader réellement les ETF Ethereum. Et donc, ce serait le lancement officiel hein, à partir de là des ETF Ethereum. Donc là aussi, on va voir. Mais ce serait une bonne nouvelle hein, parce que ça voudrait dire que ce serait la boîte de Pandore. Hein. À partir du moment où il y a un ETF sur un altcoin, c'est quelque part la boîte de Pandore pour tous les autres altcoins. C'est-à-dire que là, ce serait la boîte ouverte pour des ETF sur Solana, notamment, le XRP, pourquoi pas, même des chains, enfin, on peut tout imaginer, puisque Ethereum, c'est quand même à la base quelque chose où il y a justement une entreprise Consensus qui est derrière le développement d'Ethereum. Donc il y a quand même un aspect de centralisation que n'a pas Bitcoin. Ouais, donc c'est pour ça d'ailleurs, on peut se poser la question, hein, que la SEC a laissé tomber son enquête sur Ethereum il y a quelques semaines. Je crois même la semaine dernière. Donc ça collerait avec le fait que bon, elle peut pas attaquer quelque chose elle va prouver en termes de trading, de commercialisation la semaine d'après. Bon, ça paraît plutôt logique. Voilà. Donc c'est assez comique quand même ce qui se passe, et c'est assez mouvementé hein, ce qui se passe sur les marchés crypto en ce moment. Donc je reste persuadé, et je rappelle également que je suis pas un conseiller financier ni en investissement, hein, très important. Tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est à titre informatif. Mais vous devez faire vos propres recherches, c'est impératif de votre côté avant d'entreprendre quelque action que ce soit. Voilà les amis. Bon, mais cette fois j'ai passé aux actualités maintenant économiques. Donc là aussi il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va commencer par on va faire le tour sur la France, hein. On va voir un petit peu les chiffres, ce qu'ils disent.
Donc, public Sénat, déficit excessif, la France risque une lourde amende de l'Union européenne si elle ne redresse pas compte. Donc, effectivement, les ministres des Finances de l'Union européenne vont valider la procédure de déficit excessif dans laquelle la Commission européenne a placé la France. Ça, c'est le 15 juillet 2024. Donc, ça veut dire que là, tous les pays, c'est ça qui est fou, hein, de l'Union européenne sont en train de dire ouais, on est inquiet pour la France, quoi. Une première quand même. Alors que normalement, à la base, nous, la France, c'était nous qui étions à la place de ces ministres des Finances, même de la Commission européenne, qui validions des procédures de ce genre-là pour des pays comme la Grèce, par exemple. Là, c'est nous, la France, qui sommes visés par ce genre de, de, de- de sanctions, entre guillemets, parce que donc, non seulement on est dans la merde, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais en plus, ils vont nous rajouter une amende pour nous reprocher d'être enfin, franchement, c'est merci de l'Union Européenne, hein, on voit qu'ils nous aident bien plutôt que de nous aider à sortir la tête de l'eau, ils sont plutôt en train de nous l'enfoncer, quoi. Ça, c'est bon les potes, quoi. Bon, voilà un peu la situation. Après, est-ce qu'ils ont raison de s'inquiéter? Oui. Je ne vais pas vous cacher la chose, ils ont vraiment raison de s'inquiéter et on va voir pourquoi. Donc, deuxième article, cette fois de l'INSEE. Donc, à la fin du premier trimestre 2024, la dette publique s'établit à 3159,7 milliards d'euros. Donc, je rappelle qu'en 2023, nous étions à 3000 milliards. Nous venions de dépasser les 3000 milliards. Et là, en un trimestre, deux trimestres, on a fait 159,7 milliards d'euros de déficit en plus, quoi. Enfin, voilà. Donc, oui, il y a vraiment des raisons de s'inquiéter parce qu'en fait, la dette s'emballe et surtout les finances publiques, nos politiques n'ont pas vraiment l'intention de la réduire. Je sais même pas s'ils ont les moyens, mais surtout ils n'ont pas l'envie, ils n'en parlent jamais. C'est quelque chose qui est devenu presque un tabou. Ou alors ils pensent tous que la dette, au final, s'inscrit dans le paysage français, que ça continuera toujours comme ça jusqu'à l'infini, qu'on pourra toujours imprimer de l'argent comme ça tomber du ciel. J'ai un peu l'impression que c'est ça le problème de nos politiques aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus la notion totale de l'argent et ni du reste, hein. Je crois pas que c'est vraiment de. À part leur carrière politique, je suis pas sûr que le reste les intéresse vraiment. Bon, mais là, c'est une petite aparté entre mon petit avis personnel, ça n'engage que moi. Voilà. Allez, je continue. Donc, l'épargne financière des Français dépassait les 4 427 milliards d'euros en 2023. Donc là, c'est plutôt inquiétant dans le sens où, vous l'avez compris, quand on fait le parallèle, ben, vous avez 3157 milliards d'euros de dette. Bon, et en 2023, l'épargne des Français, 4 427 milliards. Bon, pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'il y a plus d'épargne à piocher dans les Français pour résoudre la dette. Bon, donc après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'État peut ponctionner dans les épargnes des Français? Ah, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, dans un monde normal, la réponse est non. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, les 49.3 qui vont passer en tous les sens pour mettre leur loi, où au final, il y a une seule personne qui décide de l'avenir du pays, j'ai envie de vous dire, on n'est même plus à l'abri d'une ponction de nos épargnes bancaires. Ça, c'est clair. Voilà. Donc on verra bien, mais en tout cas, c'est quelque chose, je pense que le seul argent qui pourrait permettre de résoudre sur le court terme rapidement le problème de la dette française, c'est juste d'aller piocher dans les épargnes des Français. Voilà, c'est dit, hein, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Pas compliqué. Voilà. Donc c'est pour ça plutôt inquiétant cet aspect-là. Et en parallèle, là on voit quand même, c'est marrant, hein, plus c'est le bordel au niveau politique, géopolitique et économique en France et dans le monde, et plus le cours de l'or explose. Et notamment au 17 juillet 2024, l'or a atteint un nouveau record historique. C'est-à-dire il a quasiment atteint les 73 000 euros le kilogramme 24 carats. Et ça, c'est vraiment un record historique. Donc ça prouve qu'on est vraiment dans un climat de peur, hein, sur les marchés financiers, économiques. Que ça, c'est qu'est-ce qui pousse le cours de l'or vers le haut comme ça? Eh bien, premièrement, c'est la demande, c'est-à-dire les investisseurs particuliers, mais surtout institutionnels, voire les banques centrales qui achètent en masse de l'or, hein, à l'échelle mondiale. Euh, et également la chute de la valeur des monnaies fiat, comme l'euro, le dollar, etc. Donc c'est vraiment un combo, hein, qui fait que c'est pour ça que depuis des dizaines d'années, on a un or qui ne fait que monter
au gré des corrections. Un peu comme le Bitcoin. Hein. Sauf que la courbe de l'or, elle est plutôt quasiment linéaire, avec quelques corrections au fur et à mesure, bien évidemment. Alors que le Bitcoin, lui, il fonctionne plus par cycle, euh, qui vont de plus en plus haut. Bon, voilà, les amis, donc c'est quand même pas très réjouissant là ce qui se passe en ce moment. Je vous montre un dernier article pour la route. Hop, donc un article de latribune.fr. Donc la Banque Centrale Européenne laisse ses taux inchangés mais n'exclut aucune option pour septembre. Donc ça veut dire que là, on a clairement une situation de la France. Je vais vous montrer également, hop, là, je suis sur Boursorama, donc le crédit dépôt swap sur 5 ans, eh bien, de la France, il est toujours quand même à moins 680 BP au niveau du mois en cours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos taux d'obligation obligataires sur notre dette est quand même en train d'exploser. Même si ça s'est un petit peu calmé là sur la dernière semaine, on a pris plus 50 points. Bon, ça s'est un petit peu calmé, mais on reste quand même dans des niveaux largement négatifs sur la confiance des investisseurs dans notre dette, c'est-à-dire notre capacité à ne pas faire faillite. Voilà, ça c'est donc le pire, c'est vraiment la Grèce, l'Italie, mais eux, c'est les champions du monde là-dedans, donc presque c'est presque une normalité, j'ai envie de vous dire. Mais que nous rejoignons ce club, c'est-à-dire quelque part le club Med. Hein. Club Med, c'est vraiment ce genre de pays-là qui sont en difficulté au niveau de leur dette publique. Eh bien, ça, c'est une première. Donc, on est vraiment en déchéance, hein, nous, la France, sur le plan économique. Hop, pareil, je vous montre l'état de notre CAC 40, c'est-à-dire de la bourse de Paris. Eh bien, voilà, c'est-à-dire que là, nous avons sur 6 mois, vous voyez, j'ai pris sur 6 mois, donc je suis sur Google Finance. Donc, on a en bleu la courbe du CAC 40. Donc, sur un mois, nous sommes à plus 1,64% de performance sur 6 mois, depuis le 24 janvier 2024. Donc sur 6 mois, nous avons pris à peine plus 1,64%. Dans le même temps, le samplon, donc le S&P par exemple, le S&P 500 américain, lui a pris 12,71%. Donc on voit que là, les investisseurs étrangers sont en train de fuir, et même français, hein, sont en train de fuir la bourse de Paris et les entreprises françaises pour se réfugier derrière dans toutes les autres bourses mondiales et également la bourse américaine. Voilà. Donc on voit que la France est devenue vraiment une zone à fuir, quoi, simplement. Un no man's land financier économique. Que bon, pour passer maintenant aux solutions, il n'y en a pas 36 000, vous l'avez vu, l'or, l'argent physique reste indéboulonnable, hein, indétrônable là-dessus, et le confirme encore, puisqu'on voit que l'or a un record historique dans ce contexte. Ensuite, vous avez, pourquoi pas, tout ce qui est le Bitcoin. Et donc, le Bitcoin, d'un côté, avec l'aspect de digitalisation de l'or, comme le dit Larry Fink, le PDG de BlackRock lui-même. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est quand même le patron de la plus grosse gestion de fonds d'actifs du monde. Bon, voilà. Et à côté, en plus, si vous voulez faire des gains, entre guillemets, pourquoi pas miser sur des altcoins liés à la tokenisation des actifs, liés à l'intelligence artificielle également, parce que ce sont les deux nouveaux narratifs, hein, vous l'avez compris, qui sont en train d'émerger et qui risquent d'exploser dans les 5 ans à venir. Voilà. Et après, vous avez également le marché immobilier, pourquoi pas, mais le marché immobilier, il est en pleine chute libre hein, actuellement. Vous l'avez compris, parce que je vous ai montré l'article de la tribune.fr qui explique que la Banque Centrale Européenne n'a pas changé ses taux. Donc on reste quand même à des taux entre 4 et 4,5%, qui est quand même très haut, ce qui implique que comme les taux restent hauts à ce niveau-là, malgré une petite baisse qu'on a eue il y a un mois, je crois, bon, ben, ça ne facilite pas du tout les crédits et la prise de crédit en zone européenne. Donc, encore moins en France, hein, vu le contexte économique actuel en France. Donc, c'est pour ça que le marché immobilier, tant qu'on n'a pas des taux qui baissent vraiment au niveau de la Banque Centrale Européenne, le marché immobilier continuera de couler, entre guillemets. Donc, peut-être pas le moment encore d'investir dans le marché immobilier. Il faut peut-être attendre un petit peu, moi je vous dirais. Du moins, il faudrait attendre que les taux de la Banque Centrale Européenne retombe au moins à 2% ou voire 1,5% minimum. Voilà, pour revoir une relance du marché immobilier. Et après, les actions boursières,
pouvez y aller, hein, mais moi, je vous dis personnellement, je n'y crois plus du tout. Je pense que nous sommes dans une méga bulle spéculative au niveau de la bourse, toutes les bourses traditionnelles, hein, toutes les bourses financières, et surtout la bourse américaine, et que le jour où Nvidia va corriger, ça va faire très très mal. Et donc, pourquoi pas, nous sommes à l'aube d'un Black Swan, hein, à ce niveau-là, comme on dirait, c'est-à-dire presque une grande dépression de 1929, parce que on voit qu'il y a de plus en plus une décorrélation entre la valeur des économies réelles des pays et la valeur des actions des entreprises en parallèle sur les marchés boursiers. Donc attention aux marchés boursiers traditionnels qui peuvent faire un revirement de tendance là quand même assez rapidement. Bon, mais après je peux me tromper, je vous dis, je vous rappelle encore une fois, je ne suis pas un conseiller financier, j'ai pas de boule de cristal, euh, je n'ai pas la capacité de lire l'avenir, pas du tout. Donc avec tout l'aspect humilité, hein, je vous dis tout ça, c'est mon avis, ça engage que moi. Voilà. Après vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Bon, bah écoutez, sur ce, pour vous dire, il reste quand même des bonnes nouvelles, hein. La solution, c'est l'or, peut-être le Bitcoin, les cryptos et tout. Heureusement quand même qu'on peut se dire il y a une solution, pourquoi pas là-dessus, en cas de problème majeur au niveau des marchés financiers traditionnels. Donc sur ce, bien écoutez, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, si vous avez appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner également, comme ça nous sommes toujours plus nombreux. Là, on va bientôt atteindre les 700 abonnés, donc c'est vraiment cool. J'en profite pour vous remercier encore, hein, pour votre fidélité, pour je vois les personnes qui mettent des commentaires, voilà, pour les likes et tout, ça fait super plaisir. Ça en pousse à continuer vraiment à faire les recherches et tout, même pour moi. Donc vraiment, c'est tout du bénéfice pour tout le monde. Et puis sinon, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine, donc à la semaine prochaine, pour une autre vidéo actualité crypto, économique. Et puis je vous fais la bise. Ciao.